Voilà, merci. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, et puis bonjour à ceux qui regarderont après en différé. On a tenu à faire ce live à 15 jours de la fin. Vous nous avez encore posé des questions. On en a sélectionné 7, et enfin, on les a regroupés plutôt en 7 thèmes différents, et on va vous apporter des réponses. Alors, la première, c'est où est-ce qu'on en est de la collecte? Alors, on a fait le point tout à l'heure, Xavier, et on a dépassé le seuil des 300 000 euros en fin de semaine dernière. Et il y a 2 heures, on en était à 304 500 par 438 décideurs. Donc, ça veut dire que par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste donc à trouver 96 000, moins 30 000 que InnoEnergie, l'autre actionnaire, s'est engagé à mettre, soit 64 000 66 000, pardon, à trouver jusqu'au 2 octobre minuit. Alors, nous, on pense qu'on peut y arriver, on doit y arriver, et on va y arriver. Et on est confiant. Beaucoup d'entre vous nous ont dit nous ont demandé aussi, depuis le début de l'opération, qu'est-ce qui a changé? Donnez-nous un peu des nouvelles des affaires. Donc, les projets clients, l'avancement avec les prospects. Donc, on peut dire que depuis le lancement de l'opération, il y a presque 3 mois, on a avancé dans les projets avec les clients. On a progressé aussi dans notre prospection auprès des constructeurs automobiles qui, je vous le rappelle, sont nos premières cibles. Et on évalue aussi un nouveau segment de marché qui est lié aux truck and bus, aux camions et aux bus, plus particulièrement les camions de livraison et les bus urbains. Alors, dans le projet d'avance de phase qu'on a démarré avec un premier constructeur pour lequel on est déjà le fournisseur expert désigné. Pour ce projet-là, Rappeler les trois temps, le temps du POC, le temps de l'Advanced Engineering. alors, on a première étape avec un client, c'est déclencher une proof of concept. Deuxième étape, c'est de l'avance engineering. Et troisième étape, c'est le développement. Il s'avère que quand on est sur des produits innovants, les choix fournisseurs se font au moment de l'advanced engineering et ils sont ensuite confirmés au moment de passage en développement. Donc, l'élément clé, c'est le projet d'advanced engineering. Et avec ce constructeur-là, on a passé au cours des 3 derniers mois un jalon important qui est celui du choix fournisseur validé par la technique, c'est-à-dire le fournisseur qui correspond à tous les besoins exprimés par la technique, c'est Bullplug aujourd'hui. Prochaine étape, c'est le passage du jalon où les achats vont valider l'équation économique, le schéma industriel, et ça, c'est prévu pour courant du prochain trimestre, je dirais fin novembre. Donc, nous avons avancé et on en est rendu à un point où aujourd'hui, on sait sur quelle plateforme Selfplug va être monté. Et il s'agit pour ce constructeur, qui est un des 3 plus importants mondial, il s'agit des plateformes C et D. Alors, C, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est les véhicules compacts de type Golf, Astra, 308, Mégane et les équivalents, hein, si vous voulez. Et les B, c'est la version en dessous. C'est donc Polo, Corsa, 208, Clio, Sandero, Fiat Punto, ces voitures-là. Donc, c'est les plateformes avec les plus gros volumes. C'est très important, très important pour nous. Alors, on a en cours aussi un projet de nature POC avec un autre constructeur du top 3 et nous avons livré le véhicule la semaine dernière et on a procédé la semaine dernière, à la livraison, 2, à l'installation du système dans le centre R&D Europe de ce constructeur. L'expérimentation débute, donc elle va s'étaler sur plusieurs semaines jusqu'à la fin de l'année. Et on a planifié avec les équipes
une présentation du système au management qui est prévue pour fin octobre. Et le jalon suivant, après, ce sera de moderniser le système. On a équipé aujourd'hui le véhicule avec un système de génération 2, ce qui va permettre déjà de lever un certain nombre de risques. Et puis, fin d'année, tout à fait début d'année prochaine, on va moderniser le système avec un système de troisième génération. Alors, au-delà de ça, on est toujours en discussion avec deux constructeurs du top 5 pour démarrer soit des projets d'advanced engineering, soit des proof of concept au quatrième trimestre de cette année, au premier trimestre 2023. Et on a des discussions en cours avec un autre constructeur du top 3 et plusieurs autres du top 15 qui sont en attente justement des résultats de tests de validation qui vont être faits dans les semaines qui viennent sur notre troisième génération pour définir ensemble ce qu'on va faire. Ça peut donner lieu à plusieurs proof of concept avec ces constructeurs-là. Notamment, un de ces constructeurs a testé notre deuxième génération. Il avait émis une liste de points à améliorer. On y répond complètement. Donc, la prochaine étape, c'est de le démontrer et de déclencher une nouvelle proof of concept ou peut-être un advanced engineering directement avec cette troisième génération. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les échanges que l'on a de façon très fréquente avec 10 des 15 plus grands constructeurs mondiaux ne font que démontrer les avantages qui différencient Self-Plug des concurrents. Donc, tous les constructeurs aujourd'hui sont en train d'imaginer des systèmes de charge automatique. Tous regardent ça, ils mettent ça à leur plan gamme pour horizon 2025, 26, 27 et après. Et maintenant, sur les 10 sur 15 avec lesquels on discute, on a mis en évidence les éléments qui différencient notre solution par rapport à celle des concurrents. Alors, en plus, au-delà de ça, on a démarré l'évaluation d'un nouveau segment de marché. Le produit Self-Plug est adapté aussi pour les bus et les camions. Alors, de façon quasi transparente, directement pour les bus et les camions de livraison, camions de livraison et bus de ville. On doit évaluer avec les constructeurs le travail qu'il y aurait à faire pour adapter le système. Ce sera une adaptation à la marge. A priori, ça devrait porter uniquement sur un redimensionnement de la partie qui est au sol. Donc, on aurait donc un redimensionnement sans impact lourd en coût de développement. Donc, ce qu'on a en discussion aujourd'hui, c'est de démarrer des proof of concept avec le produit automobile, regarder s'il est adapté ou pas à l'usage des bus et des camions de livraison, évaluer si c'est nécessaire les évolutions qu'il faudrait faire, et puis à côté de ça, évaluer les prix et le marché pour voir s'il y a un bon business case. On devrait démarrer une proof of concept avec au moins un fabricant de bus ou de camions dans le quatrième trimestre de cette année, et on devrait être en mesure de pouvoir faire ce choix. Est-ce que ce marché est intéressant ou pas pour la fin du premier trimestre 2023? Les volumes sont sans doute moins importants, mais les marges sont plus fortes et le temps est le plus court. Les prix sont beaucoup plus élevés et donc on doit pouvoir dégager des marges plus fortes qui vont permettre, et surtout, je dirais, c'est pas facile à dire, mais le produit automobile est adapté à 80 ou 90%. Donc, l'évolution qu'il faudrait faire, c'est des évolutions faibles à la marge, et c'est ça qu'il faut qu'on regarde. C'est la balance entre l'investissement qu'il y a à faire en coût d'études et en investissement industriel à ramener au marché, donc volume accessible et prix. Il y a un truc que tu n'as pas dit, mais que tu pourrais redire, c'est qu'est-ce qui fait de Self-Plug justement le système le plus performant sur le marché? Pourquoi aujourd'hui ces grands constructeurs automobiles, ils font le pari Self-Plug et pas des concurrents? On a vu qu'il y avait pas mal de concurrents, on les a présentés. Je dirais deux choses. On est de ce
qui a pu être partagé avec tous ces constructeurs, le seul système qui réponde à toutes leurs attentes pour un équipement de première monte, attentes en termes de robustesse, de fiabilité et de sécurité. Et on est le système qui est le plus abordable. Et ça, c'est les deux points qui sont les plus importants. Hein, et c'est bien ce qu'on a vu à travers les projets et les contacts sur les prospects des futurs clients. Ouais, donc, ce qui nous distingue pas mal par rapport aux concurrents, on ne vise pas que du premium, mais on vise la masse. Le produit qu'on a fait, c'est un produit qui est conçu pour pouvoir équiper en première monte toutes les voitures. Et vous voyez d'ailleurs, parce que le premier Advanced Engineering, là où le premier constructeur, il envisage de le mettre sur les plateformes C et B, pas sur les véhicules de très haut de gamme. Il commence à attaquer directement les forts volumes. Donc c'est bien, ça valide bien exactement notre positionnement. Alors vous avez été nombreux à poser une question qui est toute simple. Et les fondateurs et le management, est-ce qu'ils participent à la levée? Donc, Xavier et moi, on prend l'engagement de participer à hauteur de 10 000 euros chacun, si on atteint les 400 000 euros. Et cette somme sera dédiée. Alors, on va pas je pense pas la porter sous forme d'obligation convertible, mais plutôt en compte courant. Et cette somme sera dédiée à payer les frais qui sont liés à cette levée. Donc, la rémunération de WICID, puisque les services de WICID sont payants, et de nos avocats. Oui, c'est pas de l'OC, c'est des raisons juridiques, ça. Hein. C'est des raisons d'écriture qui font qu'on ne peut pas faire l'OC. On ne peut pas participer à l'OC telle qu'elle a été définie là. En tout cas, on va faire un apport en compte courant, donc ça revient au même, c'est la même chose. Hein, c'est la même chose. Ça ne donnera pas lieu pour nous au versement d'intérêt. Voilà, ça n'est pas rémunératoire pour nous. Ni d'intérêt, ni de possibilité de convertir derrière. Donc, alors, on espère quand même, il faut le dire et le redire, on espère que c'est un argument qui continuera de motiver les WICIDers qui n'ont pas encore participé à cette collecte. Si vous voulez, ce qu'on veut démontrer là, c'est qu'on est dans le même bateau. Sur le même bateau, tout le monde rame, nous aussi on rame. Et on rame pas simplement par le travail qu'on fait, mais on va participer à cette levée. On va prendre notre part. Vous avez été nombreux aussi à nous demander, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des perspectives sur la levée complémentaire, hein, puisque dans les 3 mois qui viennent, on doit à nouveau lever 400 000 euros et on a rencontré dans les dernières semaines plusieurs investisseurs privés et investisseurs financiers et plusieurs d'entre eux ont marqué un intérêt en y mettant une condition, c'est que les actionnaires contribuent à la hauteur de la moitié du besoin, c'est-à-dire les 400 000 euros. C'est là, ça d'où vient les 400 000 euros. Et nous attendons le 3 octobre pour reprendre contact avec eux, avec, on l'espère, la bonne nouvelle on a bien levé les 400 000 euros. Donc maintenant, discutons de votre participation. Vous nous avez aussi posé la question sur la levée suivante. La levée série A qu'on va faire, donc c'est ça qui justifie le bridge aujourd'hui. Alors, au cours des 3 dernières semaines, on a beaucoup travaillé avec la banque d'affaires, Carl Square, et on a pu faire cet effort-là depuis qu'on a constaté que toutes les conditions qui étaient nécessaires pour convaincre les nouveaux investisseurs étaient maintenant réunies. Alors, après ces semaines de travail, on dispose maintenant de tous les éléments nécessaires pour démarrer les premiers contacts avec les investisseurs. Alors, on prévoit une levée en 2 temps. 6 millions en capital au premier trimestre 2023 et à nouveau 6 millions en capital, ou en tout cas pour la plus grande part en capital, au 4e trimestre 2024. On a arrêté notre stratégie de recherche, on a défini les conditions auxquelles on propose l'investissement. Alors, ces conditions, c'est notamment la valorisation. Et on peut dire, je ne peux pas être plus précis à ce jour. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans une phase de négociation, enfin, d'identification des cibles et de négociation avec certaines.
Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que en termes de valorisation, le multiple entre la dernière levée lucide, qui s'est faite il y a un peu plus d'un an maintenant, et aujourd'hui est significatif. Donc la valorisation est bien entendu plus élevée et de manière significative. Ce n'est pas le seul point qui est important pour vous, pour nous, hein, c'est qu'on prévoit aussi de demander une liquidité partielle pour les premiers investisseurs. Alors, maintenant, quel est le planning? La première des choses, on va commencer les contacts avec les cibles que nous avons identifiées, qui sont de deux natures, des financiers et des stratégiques. Et la première étape, c'est grosso modo sur le mois d'octobre et le mois de décembre, jusqu'à la fin novembre, d'arriver à convaincre un lead investor. Donc c'est ça qui est important, un premier investisseur qui dit je prends le lead. Ensuite, ce sera de négocier les conditions avec ce lead investor, et ça va nous emmener jusqu'à fin décembre. Janvier, février, on mènera en parallèle deux choses. Les audits de confirmation auprès du lead investor et on ramènera à bord tout un tas de followers, investisseurs qui vont venir compléter l'investissement du lead. Tout ça devrait nous amener à un signing qui sera courant février et à un closing, c'est-à-dire l'apport des fonds, en mars. Maintenant, on a des risques à chacune de ces étapes-là. Et c'est pour cela qu'on considère qu'en cumulant tous les risques, on a besoin d'une marge de 3 mois, et c'est ce qui justifie les 800 000 euros. Si on n'a pas ces 800 000 euros, on n'aura pas la marge, et on sera tributaire. Si on tombe dans n'importe quel risque, on sera plus en position de pouvoir négocier. C'est vraiment ça qui est important. Donc, on valide le besoin des 800 000 euros et on valide le fait que pour pouvoir obtenir un financement complémentaire, il faut qu'on ait levé la moitié du financement auprès de nos actionnaires. C'est un minimum. D'où le 400 000 euros sur lequel on insiste aussi lourdement. Je suis d'accord, lourdement. Question suivante. Plusieurs d'entre vous nous ont posé la question. Que se passerait-il si nous n'arrivions pas à lever le minimum des 400 000 euros? Alors, dans cette hypothèse, que maintenant je juge peu probable, compte tenu de l'état d'avancement. Bon, qu'est-ce qui se passerait? Le 2 octobre, on constaterait qu'on n'a pas les 400 000 euros et on serait dans l'obligation, dans les 45 jours qui suivent, de mettre le plug en cessation de paiement. Ce qui voudrait dire qu'une procédure de collectif serait engagée, un mandataire serait nommé par le tribunal de commerce de Grenoble, et il commencerait, première chose, par évaluer la situation de l'entreprise. C'est quoi? C'est peu de dettes à restructurer et pas de capacité d'autofinancement. Donc, il en arriverait à la conclusion que les seules options possibles, c'est soit une reprise, soit une liquidation. Alors, une reprise, c'est quoi? C'est identifier un repreneur qui pourrait, lui, apporter au minimum, recapitaliser au minimum la société de 800 000 euros, somme qui est nécessaire pour mener à bien la levée suivante. Hein. Ce repreneur qui le mandataire irait voir en premier, certainement les créanciers, donc nos fournisseurs, les partenaires ou les clients. Si ce repreneur se manifestait, c'est lui qui, évidemment, dicterait les conditions. Mais arrivant dernier, c'est le dernier qui parle, qui dicte les conditions. Souvent, ce qui se fait dans ces cas-là, c'est que le repreneur dit, écoutez, parfait, je recapitalise, mais je recapitalise à mes conditions et ce sera au nominal.
Donc 800 000 euros, 800 000 actions. Inutile de dire que les actionnaires actuels seraient complètement dilués. Ça, c'est dans l'hypothèse où un repreneur se manifeste. Dans l'hypothèse où, dans un délai raisonnable, le repreneur ne se manifeste pas, ben, c'est la liquidation. Alors là, je parle comme un livre. Je parle comme un livre, mais pour la situation d'une entreprise comme Uplug, qui est une entreprise technologique en devenir, qui n'a pas de capacité d'autofinancement. C'est ça qui s'appliquerait. Alors, certains d'entre vous nous ont aussi posé la question, ben, et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on ne peut pas valoriser, dans ce cas-là, les brevets? Alors, il faut bien comprendre que, bien entendu, la valeur de l'entreprise, c'est son portefeuille de brevets. C'est une partie de la valeur. Mais c'est aussi et surtout la validité de la stratégie et la capacité à exécuter le plan de développement, au-delà du portefeuille de brevets. Et le portefeuille de brevets, il est plutôt considéré comme un actif qui permet, d'une part, de défendre l'entreprise en cas de succès, et aussi de dresser des barrières à l'entrée qui vont gêner les concurrents. Donc, c'est dans ce sens que les investisseurs valorisent le portefeuille de brevets. Donc, oui, ça a une valeur, mais l'entreprise a autre chose. Dans l'hypothèse, donc toujours peu probable compte tenu de l'avancement de la levée en cours, nous ne pourrions pas réunir ces 400 000 d'ici le 2 octobre. Comme on l'a vu à la question précédente, la cessation de paiement serait déclarée. Et là, à partir du moment où un mandataire est nommé par un tribunal de commerce, on perd, nous, le management, on perd les commandes. On n'a plus les leviers. C'est le mandataire qui décide. Alors, pour un mandataire, ben, un portefeuille de brevets, c'est un actif immatériel qui est difficile à évaluer et encore plus à réaliser. Surtout dans le cadre d'un business en développement et sur un marché en développement. Alors, compte tenu de l'effort qu'il faudrait à ce mandataire produire pour valoriser le portefeuille, de l'incertitude qui pèse sur justement le succès de l'opération, et aussi de la rémunération qu'il en retirerait, il y a fort à parier qui privilégierait plutôt la voie soit de la reprise ou de la liquidation. Vous voyez? Bon. Si le mandataire décidait malgré tout de valoriser le portefeuille de brevets, ben, le produit de la vente serait d'abord destiné à rembourser les créanciers, c'est-à-dire dans l'ordre l'État, l'URSSAF, les salariés, les banques, les fournisseurs, pardon, les banques, et en dernier lieu, les actionnaires. Donc, la probabilité pour que les actionnaires soient servis est donc extrêmement faible, pour ne pas dire nulle. Au demeurant, en ne finançant pas l'entreprise, ben, les actionnaires de fait reconnaissent que ben, la valeur de l'entreprise et donc de son portefeuille de brevets n'est pas très élevée. Ça revient à ça, là, si vous voulez. Bon, je ne voudrais pas qu'on finisse sur des notes négatives, hein, mais si les questions ont été posées, j'ai fait les réponses théoriques qui vont avec. Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'on est avancé. Ce qui reste à récupérer, c'est 66 000 euros sur les 2 semaines à venir. On avait déjà récupéré 70 000 sur les 2 précédentes. Sur les 2 précédentes, c'est pour ça que je pense que c'est faisable. Et je ne voudrais pas qu'on se quitte, avant d'aborder les questions que vous nous posez, sur une note négative. Je préférerais qu'on garde plutôt une note positive. Donc, ce que je voudrais, avant qu'on passe aux questions, c'est qu'on vous fasse visionner la vidéo qu'on a faite sur l'équipement du véhicule que l'on a remis la semaine dernière. Alors, c'est une courte vidéo. Alors, il y a un petit challenge. On va voir si quelqu'un est capable de... Vous voulez pas faire cette parole-là? Excusez-moi. Je partage mon écran d'abord. D'accord. Vas-y. Donc, l'idée, bon, c'est de vous montrer le travail qui a été fait pour équiper le véhicule et le véhicule fonctionnant au moment où il est parti. Bon, il y a un petit challenge, c'est d'essayer de reconnaître quelle est la marque du véhicule. Nous, on n'a pas le droit de vous le dire. J'espère qu'on a bien fait notre boulot et que vous ne pouvez pas reconnaître, mais il y a peut-être des gens qui peuvent...
et qui vont être capables de trouver. Non, tu peux la commenter en direct. Donc, on a reçu un véhicule de série et on a fait dessus un certain nombre de modifications très faibles qui consistaient. C'est un véhicule hybride rechargeable. On est à l'arrière dans le coffre. Et la seule modification qu'on a fait, c'est qu'on a élargi un trou pour pouvoir faire passer. Vous voyez, il y avait un trou rond comme celui qu'on voit là. On l'a élargi un petit peu pour pouvoir faire passer notre prise. Et on a donc mis des pattes de fixation, fixé la véhicule unique, hein, assuré l'étanchéité, et vous avez à côté les électroniques. On branche du connecteur. Donc ça, ce sont les connecteurs pour pouvoir alimenter le véhicule unique, donc qui permet de dérouler, enrouler le câble. Et puis là, vous avez le connecteur de puissance qui nous relie à la batterie. Hein, auparavant, on avait fait une dérivation par rapport à la prise classique. Et vous voyez là maintenant toute l'installation. Alors, le délai complet entre l'étude nécessaire pour faire l'adaptation, la réalisation des pièces prototypes et l'installation dans le véhicule, 4 semaines. Et 3 semaines exactement, puisqu'il y a une semaine de validation, puisqu'on ne laisse pas partir un véhicule sans avoir fait des tests dessus. Voilà. Donc, c'est installé aujourd'hui. Et voilà comment ça fonctionne. Ça marche. On clique. Et voilà. Et ça, c'était la dernière charge avant que le véhicule reparte sur un camion à destination du centre de R&D du constructeur automobile avec lequel on travaille. Et cette opération-là, on l'a déjà fait à 6 ou 7 reprises chez 4 à 5 constructeurs. Absolument. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il y a un point qui est important. Alors, vous, avant de passer à ça, vous pourrez trouver cette vidéo ainsi qu'une autre vidéo où Xavier va vous expliquer toute la démarche que l'on a sur la standardisation et à quel point c'est un axe stratégique important. Et vous trouverez ça dans une prochaine news lucide, les liens pour aller voir ces vidéos. Là, aujourd'hui, il manque 66 000 euros. Il faut qu'on fasse un dernier effort. Il faut les trouver avant le 2 octobre. On peut y arriver. Restons sur le même rythme que les 2 semaines précédentes et on va y arriver. Nous pouvons y arriver, nous devons y arriver et nous allons y arriver. Nous, on est confiants que ça va pouvoir se faire et que derrière, ça va nous permettre d'écrire encore une nouvelle page de l'histoire de Google. Voilà. Alors, il y a une question d'un de nos participants là qui voulait savoir, est-ce que vous êtes certain, si vous levez les 400 000 euros, de sauver la société, les décideurs ayant besoin de certitude? Alors, si on lève les 400 000 euros, on est dans les meilleures conditions pour pouvoir lever les 400 000 euros complémentaires. Et derrière, ça nous donne un temps pour pouvoir contacter les nouveaux investisseurs et les convaincre qui est suffisant. Donc, la vie n'est pas faite de certitude. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'on a toutes les conditions pour réussir. Quand on s'était vu il y a un peu plus d'1 an, maintenant, on va 18 mois quand on a lancé la 3e levée lucide, je vous avais dit, j'ai une conviction, je suis sûr qu'on arrivera à réunir toutes les conditions pour convaincre les nouveaux investisseurs. Je l'avais dit à cette époque-là, l'incertitude, c'est est-ce qu'il nous faudra 12 mois, 18 mois ou 24 mois? On se revoit 18 mois après, on a mis 18 mois pour les réunir toutes. La prochaine étape, c'est de convaincre des nouveaux investisseurs. Le dossier qu'on a aujourd'hui à leur présenter est convaincant. On a réuni toutes les conditions nécessaires. On leur propose des conditions qui sont intéressantes pour les actionnaires d'aujourd'hui et qui sont intéressantes aussi pour les actionnaires qui vont suivre. Pour moi, on a réuni toutes les conditions. Le processus dans lequel on rentre, c'est un processus qui devrait nominalement durer 6 mois. En levant 400 000 euros auprès de nos actionnaires qui seront complétés à hauteur de 400 000 auprès de nouveaux investisseurs, on se donne 3 mois
supplémentaires pour pouvoir convaincre les nouveaux investisseurs en série A. Donc oui, aujourd'hui, je suis raisonnablement confiant. Donc aidez-nous à faire qu'on franchisse la première marche. Cette première marche, c'est les 400 000 € qu'on doit lever auprès des actionnaires. InnoEnergy a déjà dit 30 000, nous avons déjà dit 20 000. Les décideurs aujourd'hui ont dépassé les 300 000, on doit être à 304, 305 000. Reste donc à trouver 66, 65 000 en deux semaines. Donc oui, je suis raisonnablement confiant. Est-il possible de compléter une souscription faite cet été? Oui, bien entendu. Vous pouvez à tout instant, et on l'a déjà vu. Oui, il y a plusieurs WICAPers qui ont souscrit. Il y a plusieurs WICAPers qui ont souscrit, qui avaient mis une première somme. Certains l'ont doublé, ont remis en plus et ont communiqué là-dessus. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, je redis la même chose que la dernière fois. Si vous vous dites, oui, mais moi je peux mettre quelques centaines d'euros, est-ce que ça va, oui, est-ce que ça va aider l'entreprise? Est-ce que ça va changer les choses? Oui, parce que c'est la force des fonds participatifs, collaboratifs, c'est que même des montants qui paraissent pas élevés, multipliés par le nombre de participants, ça fait ce qu'on attend. Oui, puis il y a plus de 1000 WICAPers qui n'ont pas encore souscrit. Hein. Et aujourd'hui, il reste encore 1000 WICAPers qui n'ont pas encore souscrit. Même s'ils mettent 100 € chacun, on va y arriver. Hein. Voilà. Quel est le degré de satisfaction des constructeurs sur les premiers essais? Alors, écoutez, on a eu plusieurs proof of concept sur la génération 2. Ça a permis de mettre en évidence des points d'amélioration qu'on a traités en génération 3. Ces points d'amélioration, c'était des points de design. Donc, tout ce qu'on a livré, c'était conforme. Maintenant, ils nous ont dit, oui, mais ça, typiquement, ils nous ont dit, bon, pour que le produit soit plus robuste et plus fiable, il faut absolument éviter d'avoir des contacts qui puissent être exposés à même quelques secondes à l'environnement. Et ça, c'était un problème de sécurité et de fiabilité. On a traité ça dans la troisième génération. Les clients ont toujours été satisfaits de la performance du produit. Ce qu'on avait, c'était des points d'amélioration. On a petit à petit, génération après génération, pris en compte. Absolument, on est dans le lead de start-up classique hein, quand même. Hein. On a bouclé, on a avancé de manière illicoïde, un peu comme ça. À chaque génération, on a apporté des réponses. Et la troisième, là, est une génération qui apporte la satisfaction des constructeurs. Sur les premiers essais qu'on a fait avec eux et sur les essais qu'il y a en ce moment, oui, il y a une satisfaction des constructeurs. Le constructeur avec qui on a fait une proof of concept sur de la génération 2 a décidé de passer, compte tenu de ce qu'on lui a montré sur notre trajectoire de progrès en troisième génération, a décidé de passer à l'Advanced Engineering. Et aujourd'hui, on est le fournisseur de référence pour la fonction. C'est ce qui me fait dire et qui m'a fait écrire pas mal de fois sur le fait que la self-plug avait un risque très, 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 très faible. Alors, ça ne veut pas dire que le risque de Gull plug est faible, mais le risque de la self-plug est faible parce que la self-plug, elle remporte maintenant l'adhésion des constructeurs avec lesquels nous travaillons. On a, si vous voulez, levé les risques techniques. Et la troisième génération permet de reboucler, de terminer la démarche. On a aujourd'hui levé les risques commerciaux, puisqu'on a on a des premiers contrats et des premiers projets avec des clients. Reste derrière des risques d'exécution et des risques de volume. Alors, les risques d'exécution, on s'est entouré de partenaires industriels qui partagent le risque avec nous et qui nous apportent des compétences qui sont difficiles à trouver et qui sont souvent le point de blocage pour qu'une start-up réussisse sa mise à l'échelle. EDECAD nous apporte ces compétences en matière d'électronique de puissance, en matière d'ingénierie des systèmes, de développement de logiciels embarqués, temps réel. Ça, ce sont des ingénieurs qui sont difficiles à trouver, qui seraient difficiles d'arriver à capter chez Gullplug. Eux, ils en ont. Et comme ils ont décidé de partager le risque avec nous, leur intérêt, c'est de mettre les meilleurs pour qu'on réussisse le projet. Il en va de même avec l'EFI Automotive.
qui est notre licencié, pour la partie embarquée dans le véhicule. Super. Alors, une autre question qui vient par le forum de discussion. Êtes-vous sûr d'avoir réussi à contacter tous les WICIDers actuellement actionnaires des WICAP? WICID vous permet-il de les contacter directement? Alors, WICID nous a donné la possibilité de contacter directement les WICIDers. Oui, on a cette possibilité-là et on l'a fait pour certains d'entre eux. Maintenant, on fait des news, on en fait 2 par semaine. 2 par semaine en moyenne. On en est au 6e live. Mais c'est une vraie bonne question. Hein. C'est une question qui... On essaye, alors, par tous les moyens, on essaye d'aller vers nos WICIDers. Parce que quand on se dit qu'il y en a 1000 qui n'ont encore pas souscrit, alors que voilà, l'aventure elle est belle, que l'offre elle est bonne, elle est très bien, que les clients sont là. Comment recevriez-vous un mail qui vous serait destiné, dans lequel vous reprendrez les éléments clés? Est-ce que c'est de nature est-ce que vous pensez que c'est quelque chose est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de positif ou pas? On n'a pas pu le faire au téléphone. Hein. La question nous est précisée là. Alors, la seule chose que WICID nous a donnée, ce sont des mails. Adresse mail uniquement, voilà. C'est tout. Et par ailleurs, il faut être conscient que vous êtes 1524. Néanmoins, tu as proposé dans le mail que nous avons envoyé un échange au téléphone. Donc le téléphone, il peut se faire dans l'autre sens. On n'est pas intrusif vers monsieur tout le monde, mais on a donné la possibilité que les WICAPers puissent nous rappeler. Mais personne n'a rappelé. Donc la question c'est, alors le représentant de la WICAP, oui, bien entendu, alors lui il est au courant en permanence puisqu'il fait partie de notre comité stratégique et du comité financement, donc Nicolas Forêt est informé en permanence. Donc ça, il y a depuis tout le début. Hein. Il représente les 3 WICAP, hein, les 3 levées que nous avions fait en 2017, 18 et 20. Et c'est donc pas facile. Hein. Enfin, on est dans une situation un peu inconfortable et pas facile, quoi, parce qu'on aimerait bien aller contacter tout le monde et stimuler une réponse de chacun. Mais ce n'est pas facile d'aller au contact de l'ensemble des WICAPers de la société. Voilà. Avez-vous des contacts avec Software République? Une vieille histoire, ça. Alors, on en a eu, mais je ne peux pas répondre plus que ça parce qu'après, je vais risquer de contrevenir à nos engagements de confidentialité. Si vous avez une idée derrière la tête, on vous laisse revenir vers nous par mail directement. Xavier.fin@bullplug.com ou henri.trintignac@bullplug.com. Si vous avez une idée derrière la tête sur ça. Alors, pour préciser, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est Software République. Software République, c'est une initiative qui regroupe 7 industriels français, dont l'animateur principal est Renault, et qui cherche à mettre en avant des solutions et des entreprises innovantes. Donc oui, nous avons été en contact avec Software République, mais encore une fois, je ne peux pas en dire plus, parce qu'au-delà de ça, je continuerai intérêt à nos obligations de confidentialité. Pouvons-nous connaître le nom de la banque mandatée pour la série 1? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est Carl Square. Donc, c'est une banque qui est... Carl Square, c'est une banque allemande qui a une succursale en France. Et le contact s'est fait à travers le directeur général France, qui a mené dans les deux ou 3 dernières années 4 opérations menées avec succès, 4 opérations très similaires à la nôtre, c'est-à-dire similaires en termes de secteur d'activité, donc c'est nouvelle mobilité,
similaires en termes de maturité d'entreprise. C'était des entreprises qui étaient au même niveau que nous, ou un petit peu, même parfois un tout petit peu plus early, et similaires en montant en niveau en montant levé. Hein, donc on est entre 10 et 20 millions sur chacune des opérations. Donc, et il se trouve que sur ces 4 opérations, je connaissais personnellement les DG de 2 de ces opérations-là, qui m'ont indépendamment l'un de l'autre conseillé cette banque-là. Et particulièrement, c'est très intuité personnel, hein, le monde de la banque d'affaires, et particulièrement l'associé, donc le directeur général France. Il n'était pas dans la banque Carl Square à cette époque-là quand il a fait les 3 des opérations en question. Il a rejoint Carl Square depuis, hein, il a fait absorber son activité dans Carl Square, et ce qui donne un levier supplémentaire parce que Carl Square est une entreprise allemande et ils sont spécialisés dans les opérations, notamment sur le Mittelforsten en Allemagne, donc ce qu'on appelle en France des entreprises de taille intermédiaire. Ah, super, hein, je crois qu'on a traité toutes les questions qui nous ont été posées ce soir. J'espère qu'on a bien répondu à l'ensemble des questions qui nous ont été posées la semaine passée dans le flot de questions de la plateforme. Ce qu'on peut faire, Xavier, on va mettre en ligne dans le FAQ les réponses à ces questions-là, comme on l'a fait pour le dernier live. Et puis, pareil, aidez-nous. Vous pouvez nous aider aussi en relayant auprès de la communauté le fait que ce live va être mis vous pourrez le revoir, et puis les impressions que vous avez pu avoir au cours de ce live. Il y a eu pas mal de questions qui étaient posées sur est-ce qu'on participait ou pas en tant que dirigeant. Donc, je vais vous formuler la réponse que l'on vous a fait ce soir dans le flot de réponses aux questions. Donc, je vais pouvoir vous donner ça par l'affirmative. Donc, la participation d'Henri et de moi-même à hauteur de 10 000 € chacun dans cette opération. J'espère que ce sera de nature à finir de convaincre les 1000 WeCapers qui viendraient lire la plateforme et qui viendraient se dire alors j'y vais ou j'y vais pas. Franchement, nous, on y va. Voilà. Et nous, on dit, si on a les 400 000, on met nos 20 000, et nos 20 000 vont servir à payer tous les frais qui sont inhérents à cette levée, dont la rémunération du site, des avocats et autres choses, ce qui fait que les 400 000 que vous mettrez serviront 100% à financer l'entreprise, donc à financer les mois prochains pour qu'on puisse réussir l'opération de levée Série A. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, bien, à bientôt. À bientôt, bonne soirée et merci pour votre temps. Au revoir. Au revoir.